Bonsoir. Manifestement, les vacances de printemps n'ont pas trop clairsemé notre effectif, mais nous allons néanmoins vérifier que le quorum est bel et bien atteint. Et je salue à son arrivée notre trésorière, Madame Cherfaoui, qui nous fait l'honneur de sa présence pour la présentation et l'examen du compte financier unique. Venez vous asseoir. Bien. Bonsoir, Monsieur Geoffroy présent, Madame Métral-Bornet donne pouvoir à Monsieur Guy Geoffroy, Monsieur Delpuech présent, Madame Bredas présente, Monsieur Samingo présent, Madame Gautin présente, Monsieur Guilbault présent, Madame Mollard-Cadix présente, Monsieur Vignol présent, Madame Lodé-Desmas présente, Monsieur Bourdeau présent, Madame Georget donne pouvoir à Monsieur Alamami, Madame Savy donne pouvoir à Monsieur Guis, Madame Laforgue présente, Madame Lafont présente, Monsieur Alapetite donne pouvoir à Monsieur Delpuech, Monsieur Luttmann présent, Monsieur Guis présent, Madame Cosac présente, Monsieur Zawi donne pouvoir à Monsieur Luttmann, Madame Bourdelot-le-Roland présente, Monsieur Alamami présent, Monsieur Leray présent, Monsieur Yumbien Gamo donne pouvoir à Madame Bourdelot-le-Roland, Monsieur Rang donne pouvoir à Monsieur Leray, Madame Vivian donne pouvoir à Madame Kirkali, Madame Kirkali présente, Madame Hillman donne pouvoir à Monsieur Bourdeau, Madame Massé donne pouvoir à Monsieur Vrignot, Monsieur Rouillet présent, Madame Adjeli donne pouvoir à Monsieur Rouillet, Monsieur Vrignot présent, Monsieur Rousseau présent, Monsieur Pelouf. Monsieur Pelou, est-ce qu'il y a un pouvoir? Monsieur Rousseau et Madame Pelou présente. Juste, attention, il y aura 2 signatures puisque maintenant on doit annexer à la délibération la signature des élus pour le CFU. Merci. Très bien. Lors de notre précédente réunion, la plume de nos travaux était entre les mains de notre collègue Daniel Rousseau, qui a rendu sa copie sans que quiconque aujourd'hui ne vienne y voir de difficultés particulières, pas plus en séance. Bravo pour ce travail. Donc je considère, sauf s'il y avait un avis contraire que je ne vois pas ni une abstention, que notre compte-rendu est approuvé à l'unanimité. C'est bien cela. Il en est ainsi décidé. Alors, l'ordre du tableau voudrait qu'aujourd'hui, elle fasse ses armes en la matière, puisqu'il reviendrait dans l'ordre du tableau à Madame Julie Pelou d'être la scribe de nos travaux. Si elle l'accepte, ce qui est le cas, et si nous en sommes d'accord, ce qui est le cas également. Nous avons 10 points inscrits à notre ordre du jour. Pourquoi 10? Parce que, pour des raisons de finalisation du document, qui demande un petit peu plus de temps que ce que nous pensions, la convention de prestation de services relative au déneigement et à la viabilité hivernale avec Grand Paris Sud n'est pas encore prête, elle le sera le mois prochain. Mais pour vous rappeler, il s'agit des prestations que la commune effectue sur les voies de la commune dont la responsabilité incombe à Grand Paris Sud, qui sont les voies situées en zone d'activité économique. Donc ce point est retiré et sera très certainement à l'ordre du jour de notre séance du mois de mai. Nous avons donc 10 points. En l'absence de Marie-Martine Métral-Bornet, à laquelle, en votre nom, je souhaite à nouveau qu'elle se rétablisse aussi rapidement que possible et aussi complètement que possible. Les 5 premiers points se verront rapportés, les 2 premiers par notre deuxième adjoint, Cyril, et les 3 suivants, je me permettrai d'en faire la présentation la plus pertinente possible. Les autres points, bien sûr, seront présentés par leur rapporteur en commission. Le premier de ces points, qui justifie donc la présence de notre trésorier, notre trésorière en l'occurrence, Mme Cherfaoui, c'est
notre compte financier unique. Alors, je rappelle pour la bonne compréhension de tous, les membres de notre Assemblée, le public et ceux qui auront à nous regarder, que pour la première fois, donc, nous n'avons plus deux présentations convergentes mais séparées de la réalisation budgétaire de l'année précédente. Nous avions jusqu'à maintenant le compte administratif, qui était le document de l'ordonnateur, c'est-à-dire de votre serviteur, et le compte de gestion, qui était le document de notre trésorier, c'est-à-dire de celui ou celle qui, au titre de la direction départementale des finances publiques, est le comptable de la commune. Donc ces deux documents, compte administratif et compte de gestion, sont désormais regroupés au sein d'un document unique qui est le compte financier unique, qui va donc vous être présenté dans ces grandes lignes par Cyril Delpuech, auquel je passe le micro. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous propose de suivre en même temps en direct donc, sur le diaporama. Voilà, je pense que le contraste sera suffisant pour que chacun puisse suivre à l'écran. Donc, comme vous le disiez, en effet, pour la clôture de l'exercice comptable 2024, la commune procède au vote de son premier compte financier unique, appelé le CFU, en lieu et place du compte administratif habituellement adopté. Le CFU est un document commun à l'ordonnateur et au comptable qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Le CFU constitue l'arrêté des comptes au sens de l'article L 1612-12 du Code général des collectivités territoriales et est soumis au vote de notre Assemblée. Quels sont les objectifs du compte financier unique ? Favoriser la transparence et améliorer la lisibilité de l'information financière des collectivités par rapport aux actuels comptes administratifs et comptes de gestion. Simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. Une fiabilisation des comptes du secteur public local. Et enfin, aboutir à une confection 100% dématérialisée sur l'ensemble de la chaîne et des contrôles automatisés de cohérence. La confection de ce document commun s'appuie sur un travail collaboratif simplifié entre les services de la collectivité et ceux du comptable public, qui servira de levier à la fiabilisation de la qualité des comptes. Comme pour le compte administratif, l'ordonnateur le présente à l'Assemblée, mais il doit quitter la salle au moment du vote. Le compte financier unique est entièrement dématérialisé et comporte maintenant 3 signatures, celle du comptable supérieur, celle du comptable assignataire et l'ordonnateur. Et enfin, la transmission du document budgétaire voté doit être accompagnée de la délibération au format PDF comportant les signatures des membres de l'Assemblée délibérante. Donc pour la lecture à suivre, je vous ferai grâce à chaque fois des centimes, évidemment. Donc le CFU 2024 présente les résultats suivants. En section de fonctionnement, les dépenses de l'exercice sont arrêtées à 28 757 312 €, tandis que les recettes sont arrêtées à 31 496 915 €. La section de fonctionnement présente ainsi un résultat de l'exercice de 2 739 602 €, lequel, augmenté de l'excédent 2023 de 3 386 405 €, arrête un résultat de fonctionnement cumulé établi à 6 126 008 € sur 2024. Pour la section d'investissement, les dépenses de l'exercice sont arrêtées à 7 053 183 €, tandis que les recettes sont arrêtées à 8 931 589 €. Le résultat de l'exercice 2024 présente ainsi un excédent de 1 878 406 €, auquel il convient d'additionner l'excédent de 2023 à hauteur de 2 834 €. Par conséquent, le résultat d'investissement cumulé sur 2024 est arrêté à 3 881 240 €, hors reste à réaliser. Les restes à réaliser, c'est-à-dire les dépenses engagées mais non mandatées et les recettes notifiées mais non encaissées à la clôture de l'exercice, s'élèvent respectivement à 2 824 604 € en dépenses et 153 698 € en recettes, soit un solde des restes à réaliser de 2 670 905 €. Aucun besoin de financement n'est relevé dans la section d'investissement, avec un solde d'exécution positif après reste à réaliser à 1 210 384 €. La vue d'ensemble des résultats du compte financier unique 2024 affiche ainsi un résultat global, toutes sections confondues, de 10 007 248 €
avant reste réalisé et de 7 336 343 € après impact des restes réalisés. Les taux de réalisation des dépenses et des recettes s'établissent en 2024 comme suit. Pour la section de fonctionnement, 96,9% en dépenses et 105,4% de réalisation en recettes. Pour la section d'investissement compte tenu des reports, 64,37% en dépenses et 92,97% en recettes. Le taux de réalisation en dépenses d'investissement est supérieur aux années précédentes, mais reste bien en deçà des prévisions comme chaque année. En effet, le fonds de roulement sanctuarisé et non encore affecté sur des opérations fléchées affiche des prévisions qui ne sont pour le moment pas exécutées. Je commence par la section d'investissement. Donc, concernant les recettes d'investissement, les recettes réelles d'investissement hors opération de gestion active de la dette et sans l'affectation des résultats s'élèvent en 2024 à 7 612 631 € et elles sont constituées donc des ressources propres d'origine externe. Le montant du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, perçu en 2024 s'élève à 742 152 € et la taxe d'aménagement à 311 490 €. Donc pour un total de 1 053 643 €, ce qui représente 14% des recettes. Les subventions d'investissement font partie des ressources d'investissement nécessaires au financement des projets de la commune. En 2024, la somme perçue s'élève à 1 057 683 € et représente là aussi 14% des recettes. Ces subventions ont concerné cette année les projets suivants. Donc pour le financement et l'aménagement du dojo, 362 359 € de subventions de l'État, 51 904 € de la région, 213 668 € du département. Pour l'aménagement du gymnase Allende, 124 926 € de l'Agence nationale du sport et 54 185 € de la région. Pour les tennis couverts, 21 960 € de la région et 88 172 € du département. Auquel j'ajouterai donc 30 000 € de financement de la région pour le remplacement des fauteuils du cinéma et 111 138 € au titre des amendes de police. Et enfin, les emprunts nouveaux représentant 72% des recettes. En début 2024, donc la commune a consolidé définitivement son enveloppe globale d'emprunts de 5 500 000 € auprès de notre partenaire, la Caisse d'épargne, au taux fixe de 1,1% négocié en 2021. Concernant les dépenses d'investissement, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 6 464 133 €. Elles sont notamment constituées de dotations et fonds divers pour 2 189 515 €, du remboursement de la dette et autres remboursements assimilés pour 879 087 €, augmenter des dépenses d'équipement liées aux travaux et aux acquisitions. Les dépenses d'équipement s'élèvent au compte financier unique à 5 450 650 €. Donc, je citerai maintenant les principaux travaux, les achats d'équipements suivants exécutés sur l'exercice 2024, sachant que vous pouvez retrouver, vous le savez bien sûr, un état plus précis dans le rapport. Donc, la rénovation du futur dojo Beau Soleil pour 1 910 984 €. 1 007 565 € réalisés pour les opérations de voirie, d'aménagement des espaces urbains et des parkings. Des aménagements de terrain et de plantation pour 398 127 €. 111 856 € d'achat d'équipements pour la restauration. Divers travaux dans les bâtiments scolaires et les centres de loisirs pour 249 238 €. 256 314 € d'équipements pour les services. Il s'agit des crèches, centres de loisirs, stades ou de gymnases notamment. Des divers travaux dans les bâtiments communaux pour 730 550 €. Et enfin, 360 390 € d'attribution de compensation au profit de Grand Paris Sud pour le financement des dépenses d'investissement liées à la compétence éclairage public et du dernier emprunt transféré. J'ajouterai que la loi de finances 2024 introduit une nouvelle annexe obligatoire au compte administratif et au compte financier unique afin de mesurer l'impact des budgets locaux sur la transition écologique. Cette nouvelle classification des dépenses budgétaires est présentée obligatoirement pour l'ensemble des dépenses réelles d'investissement exécutées. Donc, cette nouvelle annexe est intitulée « Impact du budget pour la transition écologique », donc dans ce CFU, dont les données présentées sont résumées dans un tableau que vous avez dans le rapport de présentation. Et donc, sur les 4 107 540 € de dépenses mandatées en 2024, 3 400 851 € sont considérés comme favorables, soit 83% des dépenses, et 706 658 € sont considérés comme neutres. Je passe maintenant à la section de fonctionnement. D'abord, les recettes. Dans leur globalité, les recettes réelles de fonctionnement, hors excédent reporté,
s'élèvent en 2024 à 31 185 226 euros, contre 29 686 117 euros pour l'année 2023, soit une hausse de 5,05%. Elles évoluent à la hausse grâce à une revalorisation des bases fiscales de 3,9%, ayant engendré une recette supplémentaire de 299 722 euros. L'obtention d'une indemnité pour sinistre liée aux émeutes de l'été 2023 sur le bâtiment de la police municipale, ce qui correspond à une recette de 233 000 euros, et la correction d'écriture de charges constatées d'avance pour 1 million d'euros. Le poste des produits et des services connaît également une hausse de 438 399 euros sur un an. Les atténuations de charges regroupent les recettes perçues au titre des remboursements des indemnités journalières induites des périodes d'arrêt maladie des agents. Cette recette diminue de 74 530 euros par rapport à 2023 pour atteindre un montant de 497 631 euros. En effet, les assureurs imposent aux collectivités des franchises toujours plus longues avant une prise en charge. Concernant les produits et des services du domaine et des ventes diverses, ces recettes proviennent des différents services rendus aux usagers par la ville, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, la restauration scolaire, les activités périscolaires en direction de la jeunesse ou les activités culturelles, et aussi quelques produits liés aux droits d'occupation du domaine public. Le produit des services communaux connaît pour la deuxième année une bonne évolution après un recul de 9,9% en 2022. La recette globale atteint 2 614 682 euros, soit une recette en hausse de 438 399 euros. La moitié de la croissance relevée provient d'un rattrapage dans le remboursement des frais demandés, donc en lien avec le CCAS et le service à domicile, le SAD, et GPS. Et l'autre moitié peut être justifiée par l'augmentation des tarifs. Concernant le produit des impôts et taxes, donc ce chapitre a atteint la somme de 18 863 367 euros en 2024, contre un montant de 18 687 312 euros en 2023, soit une faible hausse de 0,94%. Nous rappelons que le chapitre budgétaire des recettes fiscales est constitué des deux taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, de la taxe locale sur la publicité extérieure et des droits de mutation à titre onéreux. Ces recettes représentent la première ressource de la commune et progressent très peu sur un an dans leur globalité, puisqu'elles progressent de 176 055 euros. Les droits de mutation sont restés stables et arrêtent une recette perdue de 692 659 euros dans un contexte de crise du marché immobilier. Enfin, en 2024, la commune de Combles-la-Ville est encore éligible au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France après l'avoir quitté en 2016. Et donc la somme nette de 853 424 euros sans prélèvement lui a été versée. Le chapitre des dotations et participations s'est élevé à la somme de 7 424 089 euros en 2024 contre 7 799 332 euros en 2023. Elles affichent à première lecture une baisse de 375 243 euros, mais il convient de rappeler la recette exceptionnelle de 1 300 000 euros perçue au titre du filet de sécurité en 2022. À périmètre constant, le poste des dotations et subventions de fonctionnement augmente de plus de 947 000 euros en raison notamment des facteurs suivants. Donc une hausse de 77 099 euros sur la dotation globale de fonctionnement. Une hausse aussi de 172 419 euros suite à la perception de 2 années de fonds de concours de fonctionnement. 279 182 euros de subvention de la CAF pour les structures de la petite enfance. 366 329 euros de compensation de l'État suite aux exonérations accordées sur la taxe foncière. Et enfin, 21 352 euros de recettes supplémentaires couvrant les titres de sécurité traités en mairie sur l'année 2024. Il s'agit bien sûr des passeports et des cartes nationales d'identité. Les autres produits de gestion courante correspondent essentiellement aux loyers tirés du patrimoine communal pour une recette de 317 826 euros et de la redevance perçue par l'exploitant du marché d'approvisionnement, et ceci entraîne une recette de 44 259 euros. Cette année, les recettes du chapitre budgétaire atteignent la somme exceptionnelle de 1 687 509 euros, donc en hausse de 1 310 647 euros, essentiellement dû à l'appui des indemnités de sinistres liées aux émeutes, 233 076 euros, au remboursement obtenu de 512 437 euros auprès de nos fournisseurs d'électricité et à la correction comptable de rattachement sur exercice antérieur pour un montant de 503 093 euros. Concernant les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement atteignent en 2024 la somme de 27 715 716 euros,
contre 27 715 463 € en 2023 et affiche une stabilité parfaite puisqu'il y a une simple hausse de 252 €. Donc, voir une réalisation globale identique sur ces 2 années. Elles sont réalisées à hauteur de 96,9% des prévisions face à un taux de 99,4% en 2023. Les frais de personnel. La masse salariale est le premier poste de dépense de la collectivité et représente près de 66,5% des dépenses réelles de fonctionnement. Ce ratio a avoisiné les 70% les années précédentes. La clôture des comptes est à chaque fois l'occasion de rappeler que cette baisse du ratio est le résultat de 2 effets conjugués et résumés par une augmentation généralisée des autres dépenses de fonctionnement et la maîtrise des frais de personnel en dépit des mesures gouvernementales. En effet, l'exercice comptable 2024 est la première année pleine qui a absorbé les revalorisations du point d'indice. Je vous rappelle, plus 3,5% mi-2022, plus 1,5% mi-2023. Et la mesure générale à compter du 1er janvier 2024, une augmentation de 5 points d'indice majorés pour tous les agents publics. Après retraitement des sommes perçues au titre des indemnités journalières et autres remboursements des charges sociales, la dépense nette est de 17 919 486 €, soit une valeur de 793,60 € par habitant, contre une moyenne de la strate de 823 €. Les charges à caractère général. Elles représentent 24,4% des dépenses réelles de fonctionnement, contre un taux de 26,39% en 2023 et 22,37% en 2022. Les dépenses ont été réalisées à hauteur d'un taux raisonnable de 90,7% des prévisions, laissant une marge de crédit non exécutée de 697 826 € portée dans le résultat de fin d'exercice. Ce chapitre recense l'ensemble des charges à caractère général nécessaires au fonctionnement des services, les contrats de prestation, d'entretien, d'eau, électricité, fourniture notamment. Il est réalisé à hauteur de 6 761 749 € en 2024, contre un montant de 7 313 205 € en 2023, soit une baisse pilotée par les services communaux de 551 455 €. Je citerai les plus importantes variations des comptes budgétaires. Vous pouvez retrouver là, une fois de plus, les autres dans le rapport de présentation. Donc des dépenses en baisse pour l'électricité, avec une moindre dépense de 781 548 € et pour l'alimentation à hauteur de 93 417 €. Des dépenses en hausse pour l'entretien et la maintenance, 64 697 €. Pour la téléphonie, moyens numériques de télétravail et déploiement du haut débit dans les bâtiments pour 71 433 €. Et des frais d'assurance en hausse à hauteur de 105 929 €. Les autres charges de gestion courante augmentent, passant de 1 927 959 € en 2023 à 1 966 938 € en 2024, soit une légère hausse de 38 979 €. Cette augmentation est liée essentiellement à la hausse de la contribution obligatoire au service départemental d'incendie et de secours pour 17 032 € et une écriture comptable pour correction de rattachement aux recettes pour 17 772 €. Les subventions de fonctionnement ou d'équilibre versées au CCAS et au SAD et aux associations ont respectivement été exécutées à hauteur de 694 000 € et 385 474 €. Ces 2 crédits restent stables et démontrent la volonté de la commune de soutenir son tissu associatif et les personnes les plus fragiles. Et enfin, il a été admis sur demande de la trésorerie de Melun un volume d'admission en non-valeur et de créances éteintes de 29 763 000 € contre un montant de 13 860 € en 2023. Concernant les charges financières, en 2024, donc les frais financiers liés aux intérêts de la dette s'élèvent à 291 069 €. Ils progressent légèrement de 18 274 € dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et restent contenus dans la prévision budgétaire. Le taux moyen de la commune reste très compétitif et est évalué à 1,73%. Comme il a été anticipé, les 5 500 000 € placés sur un compte à terme ont été reversés à la commune de Comble-la-Ville en date de valeur du 17 mars dernier, ainsi que les intérêts attendus de 188 100 €. La ville replacera probablement ces fonds sur la base de la même délibération du conseil municipal qui autorisait le placement et son renouvellement. Concernant donc quelques ratios d'endettement, donc l'encours de la dette communale s'établit au 31 décembre 2024 à 17 145 935 €. Il est constitué des sommes issues des emprunts souscrits auprès des établissements financiers. Donc, au 31 décembre 2024, les ratios d'endettement se résument à une dette par habitant de 759 € contre une valeur de la strate de 276 € par habitant. Une dette donc moins élevée de 217 € par habitant pour Comble-la-Ville. Un taux d'endettement donc, de 54,98% contre 60,73% pour la strate.
un taux moyen, je le disais tout à l'heure, donc de la dette de 1,73%, et donc un ratio de désendettement en année, donc le quotient de la dette par l'épargne brute, fixé ponctuellement à 5 ans, dû aux efforts de gestion sur l'exercice 2024. Ce ratio donc, est également affiché au compte financier unique maintenant. Il est rappelé également que la dette communale présente très peu de dépendance au risque d'inflation des taux des marchés financiers, puisque les taux des emprunts communaux sont à 100% classés en catégorie 1A et affichent un taux variable pour un emprunt en 2022 de 2 millions d'euros. 83% de taux fixe couvrent la dette communale. Donc, dans un contexte d'incertitude budgétaire et d'absence de marge financière, cette stratégie sécurise la commune face à tout risque des marchés financiers. Et pour terminer, concernant donc l'évolution de l'épargne, donc une épargne nette qui se maintient en territoire positif. Le tableau donc affiché et figurant dans le rapport permet une analyse par étape des épargnes affichées par Comble-la-Ville. L'épargne nette se maintient en territoire positif grâce aux efforts de gestion réalisés dans l'exécution budgétaire. Ces marges ponctuelles ont été conduites en prévision des efforts qui seraient demandés aux collectivités territoriales dans le cadre du plan de redressement des finances publiques annoncé dès le projet de loi de finances 2025. L'objectif visé était de couvrir au moins 2 années de contributions éventuelles demandées à la commune. Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales et qui se substitue au fonds de réserve initial prévu ne compte pas Comble-la-Ville dans la liste des contributeurs potentiels au regard des critères d'assujettissement étudiés. Les marges dégagées seront donc mises dans le fonds de roulement. Sans augmenter la fiscalité, la commune dispose donc depuis 2020 d'une épargne nette hors cession après le remboursement de sa dette qui reste positive malgré le contexte inflationniste très défavorable aux collectivités territoriales. Donc, telles sont les grandes lignes du compte financier unique 2024 en vue de son adoption ce soir. Donc, je remercie Mme Goussard, M. Clermont et l'ensemble de ses collaborateurs pour le suivi et la préparation de ces documents. La commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable. Et Monsieur le maire, vous prie de m'avoir arrêté le compte financier unique tel qu'il vient de vous être présenté. Merci. Sans revenir sur le détail et surtout sur le changement de méthode, je tiens à préciser que antérieurement, l'ordonnateur devait quitter la séance et la salle des séances au moment du vote sur le compte administratif, alors qu'il reprenait sa place pour la présentation et le vote du compte de gestion. S'agissant du compte financier unique, donc la fusion des deux comptes, la règle retenue est que l'ordonnateur doit quitter la salle pour le moment du vote, ce que je ferai. Et d'ores et déjà, je vous demande votre accord pour que la séance, au moment de l'adoption du compte financier unique, soit présidée par notre deuxième adjoint, Cyril Delpuech, en l'absence de notre première adjointe. S'il n'y a pas d'opposition, c'est ce que nous ferons après l'éventuel échange que nous aurons sur ce compte financier unique. En remerciant Cyril et avec lui bien sûr tous les services qu'il a rappelés et qui ont contribué non seulement à l'exécution du budget sous notre autorité, mais également à la présentation des documents toujours très complexe par nature quand il s'agit de documents budgétaires et comptables. Je voudrais revenir sur quelques points. Le premier, c'est que la situation des collectivités locales est un problème pour les collectivités locales et n'est pas un problème pour notre pays. Nous ne sommes pas responsables de l'endettement considérable des finances publiques de notre pays, puisque nos budgets, contrairement à tous les autres budgets, autres que ceux des collectivités locales, sont votés à l'équilibre et sont bien évidemment réalisés à l'équilibre. Donc, le poids de l'endettement de notre pays est un poids qui ne pèse pas sur les épaules des collectivités locales. Et si nous avons une dette, et il vous a été rappelé les conditions de cette dette qui sont extrêmement favorables à Comble-la-Ville en comparaison de toutes les autres communes de la même strate que la nôtre, c'est-à-dire un peu plus de 20 000 habitants, notre dette est une dette exclusivement consacrée à nos investissements,
alors qu'une grande partie de la dette du pays et de la dette des comptes sociaux en termes plus généraux n'est pas une dette d'investissement pour l'essentiel, mais est une dette de fonctionnement. Je souhaite vraiment le rappeler au moment où nous examinons les conditions dans lesquelles notre commune, comme toutes les communes de France, exécutent leur budget, lequel budget a été voté, bien évidemment, et de manière que le compte administratif permet de valider comme totalement sincère, en équilibre. Deuxième remarque, nous avons établi un budget sincère et en équilibre, prudent. Prudent, la preuve, c'est que nous réalisons 105% des recettes que nous avions inscrites. Nous n'avons donc pas surévalué certaines recettes que nous ne pouvons qu'estimer au moment où nous votons le budget. Un exemple clair des recettes que nous ne pouvons envisager sans certitude, c'est les recettes tirées de ce qu'on appelle les droits de mutation. Les droits de mutation à titre onéreux qui représentent une recette qui jadis avoisinait le million d'euros et qui, ces temps derniers, du fait d'un nombre aggravé et cumulé de crises, est plutôt aux environs de 700 000 euros. Nous veillons à les inscrire au plus bas qu'il nous semble clair que nous les obtiendrons. Bon. Et si nous obtenons 105% et un peu plus de réalisation des recettes, c'est que nous sommes prudents et donc plus que sincères au moment de l'estimation de nos recettes. Lesquelles, puisque nous votons notre budget en décembre, sont les recettes de l'exercice 2025 qui n'intègrent pas la perspective que nous pourrions intégrer du résultat excédentaire, bien évidemment, de l'année précédente. Le fait de réaliser nos dépenses à 96% est un autre indicateur. C'est l'indicateur que nous avons bien prévu nos dépenses de manière sérieuse et responsable, mais que la manière dont nous les avons engagées et mises en œuvre en réalisant l'ensemble des objectifs que nous nous étions fixés permet de ne pas dépenser 100% de ce que nous avions inscrit en dépenses pour toutes les actions que nous avions envisagé de mener et que nous avons menées. Et ceci est le fait, bien évidemment, et je veux vraiment publiquement les en remercier, de l'ensemble de nos services qui, sous la direction de notre directrice générale et de l'ensemble de ses collaborateurs, mènent à longueur d'année à mes côtés ce travail de plus en plus nécessairement fin, de peignage de l'ensemble des lignes budgétaires afin d'obtenir les meilleures satisfactions à nos objectifs au meilleur prix, malgré l'inflation qui continue, même si elle s'est fortement réduite, à frapper le panier, non pas de la ménagère, mais le panier du maire, qui est celui des dépenses des collectivités, dont on sait, si on veut bien s'informer, qu'il a évolué, surtout lors de la crise récente, dans des proportions bien plus importantes que ce panier de la ménagère dont on a parlé, auquel on fait souvent référence. Troisième élément que je voulais porter à votre connaissance, en l'absence de l'intéressé, mais sans malice de ma part, parce que si j'étais malicieux, ça se saurait, c'est qu'en réunion de commission, donc notre collègue Madame Massé nous a déclaré de ne pas avoir eu le temps, et pourquoi pas, de rentrer dans le dossier concernant ce compte financier unique. Par contre, elle a pris le temps de lancer sa fléchette, et sa fléchette est arrivée sur la ligne 256 314,55 euros d'équipement pour les services, crèches, centres de loisirs, stades, gymnases, etc., en demandant ce qu'il y avait dans tout ça. Ce qu'il y avait dans tout ça, c'est ça, un document que je ne vais pas vous lire parce que c'est un petit peu rébarbatif, mais qui permettra d'avoir réponse à la question. La fléchette a été lancée, voilà le résultat attendu, ça sera dans le compte-rendu, bien sûr, de notre réunion de ce jour.
La chose suivante que je voulais vous indiquer, et ça figurera également au compte-rendu de notre réunion, je ne vais pas vous infliger les chiffres, mais je souhaite que figure au compte-rendu de notre réunion un parmi les très nombreux tableaux qui nous ont été adressés par la direction départementale des finances publiques pour retracer l'état financier, budgétaire et comptable de la commune de Comble-la-Ville à l'issue de l'exercice 2024. Ce tableau permet de mesurer la position de notre commune par rapport aux communes de la même strate en France, en région Île-de-France et dans le département de Seine-et-Marne. Sur les recettes de fonctionnement, sur les dépenses de fonctionnement, sur les recettes d'investissement, sur les dépenses d'investissement, sur l'endettement, sur la trésorerie et le fonds de roulement, tous ces chiffres, et sur l'épargne nette. Je rappelle, l'épargne nette, c'est l'épargne brute moins ce que nous devons consacrer au remboursement de la dette, et qui fait qu'une fois payée l'annuité de notre dette en capital et en intérêt, il nous reste ce qui n'a pas été consommé et qui est donc disponible. Eh bien, tous ces indicateurs montrent qu'à partir d'une situation que nous connaissons, qui est que notre commune a une insuffisance de recettes de fonctionnement, alors même que ces taux d'imposition, que nous avons abaissés puis maintenus, tout le monde le sait, à un certain niveau qui est le niveau d'aujourd'hui, sont dans la moyenne des taux d'imposition des communes de la même strate. Nous avons une insuffisance de recettes de fonctionnement liée pour l'essentiel au fait que, par rapport aux autres communes de même strate, partout, France, Île-de-France et départements, nous avons un développement économique et donc une richesse tirée du foncier bâti des entreprises qui sont sur notre territoire qui est notoirement inférieure à la moyenne des autres communes de la strate. Par contre, nos dépenses de fonctionnement, elles, sont maintenues au niveau le meilleur possible, y compris dans nos dépenses de personnel, dont je rappelle, Cyril Delpech le faisait remarquer tout à l'heure, que nous avons réussi non seulement à les contenir, mais à les diminuer en pourcentage. Elles étaient près de 70% il y a quelques années et un peu plus de 66% cette année. Ça représente 2/3, mais c'est plutôt en stabilisation vers la baisse, compte tenu de tous les indicateurs que nous pouvons avoir sur les frais que représente la charge de personnel dans nos collectivités. Donc ça, il faut bien avoir ça à l'esprit. Et ce tableau, qui fait apparaître en particulier qu'on est meilleur que tous les autres niveaux de la strate sur le plan de notre épargne nette, avec la croissance que nous avons réussi à obtenir jusqu'à cette année, mais jusqu'au fonds de roulement et jusqu'à la trésorerie où nous sommes confortables parce que nous sommes précautionneux. Tout ceci indique que notre position financière, budgétaire et comptable est une position tout à fait satisfaisante malgré la période que traverse l'ensemble des collectivités locales. Ce n'est pas un encouragement, bien sûr, pour l'État à nous passer encore plus sous ses fourches codines au cas où il en aurait l'intention. Et c'est la 5e remarque que je voulais faire. J'ai, comme chacun d'entre vous, entendu notre ministre du Budget annoncer que, puisque nous sommes dans les prémices de la préparation du budget 2025 de l'État, 2026 pardon, de l'État, cette année, ce n'est plus les 20 ou 25 milliards dont on parlait pour le budget 2025, mais c'est plutôt 40 milliards qu'il faudrait trouver d'économies. L'affirmation étant que ça serait des économies de dépenses et non pas des augmentations d'impôts. Et là, j'alerte solennellement, en reprenant le premier point de mon intervention. Si l'État continue à considérer que nous sommes, pour une part qui reste à définir, responsables de la situation dans laquelle se trouvent les finances publiques de notre pays, et s'il envisage à nouveau de nous mettre au régime sec et au régime vraiment très sec en 2026, la conséquence, compte tenu
de tout ce que nous analysons au travers de ce CFU, c'est que soit nous ne serons plus en mesure d'apporter la même qualité et la même quantité de services à nos concitoyens, soit que nous n'aurons pas d'autre choix, et je m'y refuse, que d'augmenter la pression fiscale. Il serait extrêmement paradoxal, et j'ose le dire, pervers, d'annoncer d'un côté aux Français un effort de 40 milliards d'euros sans augmentation d'impôts, qui aurait malgré tout comme conséquence pour les collectivités locales de ne pas avoir d'autres capacités à faire face à leurs responsabilités de plus en plus grandes que d'augmenter leur propre taux d'imposition. Donc là, on est, pour 2026, à l'approche d'un moment qui va être un peu compliqué dans la relation déjà un peu complexe entre l'État et les collectivités locales. Et d'ailleurs, le bureau exécutif de l'Association des maires de France, qui se réunit demain et au sein duquel, bien sûr, je siégerai, se réunit pour étudier les propositions qui nous sont faites à l'heure actuelle d'un dialogue sur la préparation du budget 2026. Moi, j'ai fait savoir ma position, et je crois que ce sera la position de l'association. On ne refuse jamais le dialogue, mais on n'est pas dupe du fait que ce dialogue pourrait être un vrai faux dialogue avec à la clé l'idée que si on représente tant de pourcents de la dépense publique, il faut que l'effort par rapport aux 40 milliards soit en pourcentage de ces 40 milliards, ce que nous refusons, parce que nous n'avons aucune raison, déjà que nos ressources ne sont pas indexées sur l'inflation, nous n'avons aucune raison d'accepter et de laisser nos collectivités en proie à des difficultés encore plus graves que celles que nous avons à assumer. Le dernier point, un point de détail, mais que je souhaite malgré tout évoquer, sur la méthode et sur la portée de nos décisions. J'ai eu souvent l'occasion de le dire dans les diverses séances du conseil municipal consacrées jadis au vote du compte administratif puis du compte de gestion. Se prononcer sur le compte administratif, ce n'est pas donner un satisfecit à la municipalité et au maire ordonnateur des dépenses et des recettes. C'est constater ce qu'ont été les dépenses, ce qu'ont été les recettes, et marquer donc l'approbation de ce constat que tant était prévu en recettes, tant a été finalement obtenu, que tant était prévu en dépenses et que finalement tant a été dépensé. Et de faire le constat que le différentiel toujours excédentaire entre les recettes et les dépenses était de tant en fonctionnement, de temps en investissement, et de faire le constat que nous faisons cette année dans les conditions très positives qui ont été rappelées, que le besoin de financement des investissements était à un niveau ou à un autre par rapport à ce qui était initialement envisagé, de l'autofinancement par la section de fonctionnement de nos dépenses d'investissement. C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi je dis cela? Parce que, à l'époque où il y avait les deux, compte administratif et compte de gestion, et récemment dans cette Assemblée, parce qu'auparavant, ça ne se passait pas comme ça, certains, leur légitimité est intacte, estimaient que voter le compte administratif, c'était dire que la municipalité et la commune étaient bien gérées et que le projet politique de la commune était un bon projet. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je rappelle, je pense qu'il est utile de le faire, que pendant les 6 mandats où j'ai siégé dans la minorité du conseil municipal de 89 à 95, j'ai toujours voté le compte administratif avec mes collègues de l'opposition parce que j'estimais qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute l'orthodoxie et le bien fondé de la manière dont le budget tel qu'il avait été voté avait été conduit avec les résultats que nous constations. Lorsque je suis devenu maire en 1995, la municipalité sortante qui siégeait dans l'opposition, de même, a pris acte de
la gestion telle qu'elle apparaissait dans le compte administratif et a toujours voté le compte administratif. Et jusqu'à une période récente, les oppositions qui existaient au sein de notre Assemblée ont toutes convergé vers cette idée que ce n'était pas à changer de camp et voter a posteriori le budget que de voter le compte administratif. Et je le faisais remarquer d'autant plus qu'il était un peu surprenant, voire paradoxal, que dans la même séance et à quelques minutes d'intervalle, on refuse de voter les chiffres de l'ordonnateur alors qu'on votait les chiffres identiques du comptable. Ça m'est toujours apparu un peu surprenant. Bon, je voulais le dire parce que je n'en fais pas, bien sûr, une affaire personnelle, mais cette année, si certains, et ils pourront le faire, je ne pratique aucune pression, comment le pourrais-je? Ça serait non seulement maladroit, mais inacceptable. Si certains voulaient sanctionner leur donateur, il ne faut pas qu'ils oublient que cette année, ils sanctionneront également le comptable. Ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'à maintenant, et j'invite à ce qu'on réfléchisse à cela, parce que ça me semblerait poser un petit problème de doute sur la confiance que l'on doit avoir en leur donateur, pourquoi pas, mais dans le comptable public, ça me gênerait beaucoup plus. Voilà. Je voulais me permettre, j'espère n'avoir choqué personne, de faire cette remarque de pure forme et de pur état d'esprit global, pour que l'on sache bien exactement la portée d'un vote sur des questions finalement assez techniques que sont celles du compte financier unique, jadis compte administratif d'un côté, compte de gestion de l'autre. Ayant dit ceci, la parole est à celles et ceux qui souhaitent s'exprimer. Je vous en prie. Merci, Monsieur le maire, pour toutes ces présentations et ces rappels que vous avez faits, et même l'excellent travail qui a été présenté. Je veux dire simplement un mot. Notre collègue absente ce soir, Laure Massé, a posé une question. Vous l'avez convertie en flèche. Je ne pense pas que c'était une flèche. Voilà. Donc, nous ne pensons pas que c'était une flèche. Maintenant, je vous remercie d'apporter les... Pardon ? Une fléchette, excusez-moi. Oh là là, bon, vous m'avez compris. Une fléchette. Ah, pardon, une fléchette. Voilà. Donc, c'est tout simplement pour établir ça. Ah, vous m'entendez mieux? Parfait, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est tout simplement pour établir ça avec un petit peu d'humour et un peu de sourire. Voilà, je pense qu'il est bon de ramener ça à ce que c'est et non pas à ce que ça n'a pas été. Voilà, je vous remercie et nous voterons comme pour le compte, voilà, avec tout le rappel que vous avez fait. Merci. Merci. Oui, Madame Pelou. Oui, j'avais une petite question, puisque c'est nouveau, c'est sur l'axe, enfin, dans la nouvelle annexe impact du budget pour la transition écologique. Les dépenses sont classées favorables, défavorables, neutres. Alors là aussi, je trouve qu'on a très bien travaillé, puisque tout est favorable, enfin vous avez très bien travaillé, tout est favorable ou neutre. Donc c'est merveilleux, mais je ne sais pas comment vous faites pour décider de cela. Je n'ai pas trouvé. Je voudrais savoir comment vous décidez qu'une dépense est favorable ou neutre, en fait. Si vous, Alors, la question est intéressante. Je me l'étais posée aussi et je l'avais posée. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait craindre, on n'oserait pas le penser, mais on peut le craindre. C'est pas fait au doigt mouillé, hein, c'est pas bon. Non, mais ça pourrait être le cas. En fait, pour chacun des items concernés, il y a un certain nombre de cases à cocher qui font qu'on est favorable, totalement défavorable, ou qu'on est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact. Bon, hein, si vous le souhaitiez, peut-être en marge de la séance, ou alors en suspendant la séance quelques instants, si notre directeur des services techniques peut éventuellement nous donner des précisions. Hein, je ne sais pas. Jean-Max. Bonsoir déjà. Pour faire simple,
Si je vous donne l'exemple de l'achat d'un véhicule électrique, Oui. Donc là, d'accord. tout de suite, il n'y a pas de débat. Voilà. Si vous faites des travaux à teneur sur la transition énergétique avec une qualité haute performance qui, à terme, viendra baisser la facture énergétique, forcément, il n'y a pas de débat également. Voilà. D'accord, Si vous donc- réalisez une piste cyclable, voilà. Ce genre de dépenses D'accord, qui là, rentrent. Ok. Voilà l'idée. Voilà. Bon, si sur certains éléments vous souhaitez des informations plus précises, aussi bien notre directeur des finances qui vient de s'exprimer que notre directeur du service technique sont à votre disposition, mais c'est effectivement très intéressant de savoir de quoi on parle, pourquoi on conclut cela, mais le plus intéressant, c'est constater, et c'est pas moi qui l'ai dit, qu'on est plutôt bon. Hein. Mais oui. Très bien. Pas d'autres questions? Bien, ben je vais mettre, non pas aux voix, mais je vais mettre ma menace à exécution. Je vais demander à notre second adjoint de présider la séance pour me permettre de sortir de la salle. Bien, mes chers collègues, je vais mettre aux voix donc l'approbation du compte financier unique 2024. Donc, qui vote pour? Donc, je constate qu'il n'y a pas de vote contre ni d'abstention. Nous sommes bien d'accord. Je vous remercie. Donc, il y avait 34 votants, tout le monde a donné pouvoir, il n'y a pas de souci. Très bien. Vous pouvez rappeler Monsieur le maire, s'il vous plaît. Merci, Julie. Donc, Monsieur le maire, je vous donne les résultats du vote. Donc, 34 voix pour le compte financier unique 2024. Un avis unanime. Merci. Nous pouvons passer à la deuxième délibération, qui est la reprise et l'affectation du résultat de l'exercice 2024, tel que nous venons de le constater. Merci, Monsieur le maire. Donc, je ferai extrêmement court puisque je ne vais pas reprendre, bien sûr, toutes les sommes, tous les montants que nous avons déjà évoqués précédemment. Mais je vais juste reprendre ce qui apparaît sur cette diapositive. Donc, voilà, il vous est proposé d'affecter en report d'investissement au chapitre 001, donc en recette, la somme de 3 881 240 euros et 74 centimes. Et en report de fonctionnement au chapitre 002, en recette, évidemment, bien sûr, la somme de 6 126 008 euros et 19 centimes. Et la commission a mis un avis favorable. Merci. Très bien. Bon, cette délibération est dans le droit fil de la précédente. Il nous faut nous prononcer. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Les montants en question feront l'objet, le jour venu, de ce que l'on appelle le budget supplémentaire de la commune. C'est-à-dire que ces sommes seront ajoutées à notre budget tel que nous l'avons voté au mois de décembre. La délibération numéro 3 porte sur le fonds de concours en fonctionnement tel que nous pouvons en disposer en provenance de notre agglomération. Je vous rappelle qu'en 2021, le président de l'agglomération, notre collègue Michel Bisson, m'avait confié le soin de travailler à la redéfinition des interventions de l'agglomération en direction des communes, aussi bien sur ces budgets de fonctionnement que sur leur budget de fonctionnement, que sur leur budget d'investissement. Et de ce travail pour lequel j'avais été bien sûr accompagné par les services de l'agglomération, sont nées donc deux politiques qui concernent toutes deux notre commune, compte tenu de tous les critères qui avaient été mis en place pour définir quelles étaient les communes qui pourraient en bénéficier et celles qui, malheureusement, ne pourraient pas en bénéficier. Et donc a été créé un fonds de solidarité en fonctionnement et un fonds de solidarité en
investissement, un fonds de concours donc en investissement. En ce qui concerne le fonctionnement, il nous reste donc pour l'année 2024 la possibilité de bénéficier d'une somme de 172 419 euros, dont nous pourrions nous servir pour compenser une partie de l'augmentation de nos dépenses en électricité sur l'ensemble des bâtiments communaux, puisque nous avons constaté que, bien que la hausse soit moins forte, elle était restée quand même assez sensible et que les dépenses d'électricité restaient un des enjeux importants. Et donc, nous pourrions consacrer ces 179 419 euros auxquels nous avons droit à donc amoindrir, et ça figurera bien sûr dans notre budget supplémentaire, notre dépense sur l'électricité de nos bâtiments. Est-ce que ceci appelle de votre part des commentaires ou des questions? Visiblement pas. La Commission des finances a donné un avis favorable unanime, je crois. Ça serait, me semble-t-il, peut-être l'avis de notre Assemblée qui est favorable. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. De la même manière, donc, le fonds de concours en investissement, il avait été donc prévu sur l'ensemble de la période 2021-2026 un fonds de concours en investissement pour un montant total de 843 983 euros. Nous en avons sollicité et obtenu par délibération du 19 juin 2023 la moitié, couvrant les 2 premières années finalement de cette politique, pour un montant de 421 296,12 euros. Et nous demanderions, si vous en êtes d'accord, le solde à concurrence de 422 686 euros et 88 centimes. Et il est donc présenté dans le rapport que vous avez examiné, le tableau avec toutes les opérations pour lesquelles ce fonds de concours en investissement pourrait s'impacter. Bon, je ne cite pas toutes les opérations, mais on est sur le parking végétalisé du lycée Galilée, on est sur de la signalétique de voirie, de la réfection de pistes piétons-cycles, de la création que nous avons opérée cette année d'une piste d'athlétisme au gymnase Allende, etc. Ainsi que, parce que les travaux vont bientôt débuter, une opération que je suis très heureux de pouvoir réaliser, qui est la mise en accessibilité de notre église, qui ne l'est pas accessible, et pour laquelle des travaux permettant de créer une rampe d'accès au pourcentage, disons, réglementaire d'un côté, et de reculer par voie de conséquence les marches qui permettent de monter au niveau de l'église. Cette opération qui va bientôt débuter pourra également être facilitée par ce fonds de concours en investissement. Vous avez eu tout ça, bien sûr, et vous en avez pris connaissance. Et si je ne fais pas erreur, la Commission des finances a donné un avis favorable, également unanime. Pas de questions? Je mets donc aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. La 5e délibération porte sur l'exonération qui pourrait être accordée à sa demande à un de nos exploitants agricoles sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, exonération qui pourrait lui être accordée puisque la loi prévoit que un agriculteur exploitant ses terres sur le mode biologique peut demander à être exonéré de la taxe foncière sur le foncier non bâti. C'est le cas d'un de nos agriculteurs. Je ne fais outrage à personne en le citant. C'est Jean-François Gauthier qui est un de nos agriculteurs, qui est en plus
qui habite Comble-la-Ville, qui est propriétaire d'une partie de ses terres, hein, qui m'a sollicité pour me demander si nous pouvions le faire bénéficier de cette disposition. Et je lui ai fait savoir que, puisqu'il exploite totalement ses terres en mode biologique, j'étais tout à fait favorable à lui accorder cette exonération, à supposer bien sûr que notre conseil municipal, qui est seul capable d'en décider, le décide. Et donc, tout est rappelé dans le projet de délibération, et vous avez notamment l'ensemble des propriétés non bâties qui sont classées de telle manière qu'elles puissent bénéficier éventuellement de cette nouvelle réglementation. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je ne vois pas de questions. Je soumets donc à votre approbation, qui est favorable. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc adopté. Et je passe pour la délibération numéro 7, puisque la 6 est retirée. La parole à Cyril Delpuech, c'est les conventions de participation aux frais de scolarité pour les élèves scolarisés en ULIS pour cette année. Merci, monsieur le maire. Vous avez déjà tout résumé ou presque. En effet, les communes voisines accueillent dans leurs établissements scolaires des enfants Comble-la-Villais, donc inscrits dans les écoles du premier degré, en dispositif appelé donc ULIS, Unité localisée d'inclusion scolaire. Il ne nous revient pas de statuer sur l'affectation scolaire de ces enfants porteurs de handicap, mais à l'éducation nationale. Donc, dès lors que ces derniers ont la nécessité de se rendre sur notre commune d'accueil pour leur scolarité, les textes prévoient dorénavant que leur commune de résidence participe de manière obligatoire aux charges supportées par celle-ci. Donc, cette année, les communes de Moissy-Cramayel, Melun et Brie-Contrebert ont accueilli ou accueillent actuellement 5 enfants Comble-la-Villais en ULIS sur leur territoire et nous demandent en contrepartie une participation aux frais d'écolage. Sous ce principe réglementaire, donc, la commune doit signer une convention afférente à ces frais de fonctionnement avec chacune des communes concernées. Donc, cette délibération est bien sûr valable pour cette présente année scolaire. La commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen a émis un avis favorable unanime. Alors, petite précision qui a certainement été apportée en commission, c'est que si des enfants Comble-la-Villais sont scolarisés en ULIS en dehors de Comble-la-Ville, ce n'est pas faute de place à leur proposer à Comble-la-Ville, mais c'est parce que la nature de leur handicap fait que la réponse est apportée dans telle ULIS de telle commune. De la même manière, en sens inverse, nous accueillons dans les 2 ULIS de notre commune des enfants qui viennent de Comble-la-Ville, mais également d'autres communes. Donc, tout ceci s'explique de cette manière. Pas de remarques, pas de questions. Je mets donc aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire non plus, pas d'abstention visiblement. C'est donc adopté. Alors, je passe maintenant la parole à notre collègue Fabrice Bourdeau, qui va nous présenter la délibération numéro 8, relative à l'engagement de la commune dans une démarche sport-santé. Merci, monsieur le maire. En effet, le développement du sport-santé constitue aujourd'hui un enjeu majeur de la santé publique. Il est reconnu notamment par le plan national de santé publique et les politiques menées au niveau régional, départemental et local. Le sport-santé, qui vise à promouvoir l'activité physique adaptée à tous, et en particulier aux publics les plus fragiles, contribue à l'amélioration de la qualité de vie et à la réduction des inégalités en matière de santé. Un diagnostic réalisé sur le territoire, qui a été annexé, met en évidence que notre commune est déjà fortement engagée autour d'une véritable démarche de sport-santé préventive avec différentes actions menées au sein des services de sport. On a pour exemple l'école municipale des sports des 3 à 11 ans, avec 232 enfants qui fréquentent l'école municipale des sports sur les 33 semaines avec un taux de remplissage de 97%. On a les stages sportifs pendant les semaines de vacances scolaires, cette fois un taux de remplissage de 100% lors des dernières semaines de vacances scolaires. On a l'intervention d'éducateurs sportifs dans les établissements scolaires. C'est 120 cycles de 8 semaines à destination des élèves des écoles primaires de la commune qui ont été faits. L'intervention d'un éducateur en crèche, les interventions pour les seniors,
Une séance hebdomadaire de sport pour les agents est également mise en place et suivie et encadrée sur toute l'année. Et les séances de sport gratuites et ouvertes à tous dans l'espace public, ainsi que la mise en place de créneaux sportifs pour les agents municipaux. Face à ces enjeux, il est proposé à la commune de s'engager dans une démarche structurée en faveur du sport santé, avec le soutien et l'accompagnement de la maison sport santé de Fontainebleau, suite à une contractualisation avec la délégation départementale de l'ARS 77, dans le cadre de sa stratégie départementale, qui est une ambition sport santé en Seine-et-Marne, dans le cadre de l'accompagnement des collectivités de Seine-et-Marne qui souhaitent lancer un projet sport santé pour leurs habitants. Cet accompagnement se formalise en trois phases. La réalisation d'entretiens motivationnels en présence d'élus et de techniciens, la participation à une journée de formation et la mise en place d'accompagnements individualisés avec une immersion possible au sein de la maison sport santé de Fontainebleau. Cet accompagnement va permettre la structuration de notre projet qui va se formaliser à travers plusieurs actions. Développer un réseau local de sport santé en lien avec les associations sportives, les professionnels de santé et les établissements médico-sociaux. La création à plus ou moins long terme d'un programme d'activité physique adapté à destination des publics prioritaires. Former et sensibiliser nos éducateurs sportifs aux problématiques de la santé et à l'encadrement des activités physiques adaptées. La mise en place d'actions de communication et de sensibilisation auprès des habitants pour favoriser la pratique d'une activité sportive régulière. Et la recherche de financement et de partenariat pour structurer cette politique publique sur du long terme. Au vu des éléments, M. le maire vous propose donc d'approuver l'engagement de la commune dans cette politique sport-santé et de valider les actions prioritaires qui vous ont été proposées ci-dessus. Merci. Merci. Deux ou trois choses pour compléter ce qui vient d'être dit et bien dit par Fabrice. Bon, nous avons engagé au niveau départemental, avec l'ARS, l'association des maires du département que je préside, une démarche en vue d'accélérer le développement du dispositif sport santé partout où c'est possible et souhaité dans le département. Et bien évidemment, moi j'ai souhaité que notre commune, qui a déjà et qui continue à faire beaucoup de choses en ces matières, puisse à son tour se mesurer aux enjeux et avancer sur cette démarche. Nous avons d'ailleurs déjà dans nos personnels, parmi nos éducateurs sportifs, une et peut-être deux parmi eux qui ont déjà suivi une formation dans ce cadre. Lors de la visite et de la réunion de travail que nous avons eue lors de cette visite au sein de la maison sport santé de Fontainebleau, qui est une des deux maisons sport santé avec celle de Meaux à être labellisée, comme ça a été rappelé, pour aider les collectivités à avancer en ces matières. Il nous a été dit, après l'échange au cours duquel nous avons indiqué ce que nous faisions dans tous les secteurs qui ont été rappelés, il nous a été dit la chose suivante. Vous faites déjà beaucoup de choses et il ne vous en manque pas beaucoup dans la démarche pour obtenir la labellisation Maison Sport Santé. Et la deuxième chose, il y a même des communes qui ont déjà été labellisées Maison Sport Santé qui font moins de choses que vous. Bon, ce qui renforce notre conviction que nous ne sommes pas loin de l'objectif à atteindre si on veut être labellisé. L'objectif n'étant pas d'être labellisé pour avoir un panneau de ville supplémentaire, mais vraiment d'aller le plus loin possible dans les politiques publiques telles qu'elles sont initiées au niveau national, puis relayées ensuite au niveau départemental. Donc, nous sommes engagés dedans. Le document qui accompagnait ce projet de délibération que je vous présente est un document complet et qui, en 8 pages, dit tout de ce que nous sommes, de ce que nous voulons faire et des conditions dans lesquelles nous nous apprêtons à le faire. Donc, partir d'une telle base déjà très solide est vraiment, disons, une garantie que nous devrions pouvoir avancer assez rapidement. Il y a un élément
qui s'ajoute à tout ce qui a été dit et qui est important dans la démarche sport-santé, qui est l'élément sport sur ordonnance. Parce que, comme en toute matière, mieux vaut prévenir que guérir. Et tout ce qui concourt, et nous faisons déjà beaucoup. La présence de nos éducateurs sportifs à l'école est historique. Tout ce que nous faisons en direction de nos aînés est remarquable. D'ailleurs, je fais remarquer que notre animateur de ce secteur de nos aînés était, dans une première partie de sa carrière, éducateur sportif au sein de la commune, ce qui renforce la manière dont il manage, si je peux dire, nos anciens sur tous ces sujets. Mais sport santé, c'est également sport sur ordonnance, c'est-à-dire un travail qui permet de nouer ou d'approfondir des relations avec, d'un côté, le monde médical, qui peut prescrire envers la maison sport santé et tous ses acteurs, c'est-à-dire la commune, mais également les partenaires de la commune, que peuvent être et que sont ou seront les associations nombreuses sur notre territoire sportive. Donc, mettre en place, pour certaines problématiques de traitement, un accompagnement du traitement médical, au sens propre du terme, tel que le médecin leur a prescrit, par une partie traitement sous forme d'activité sportive déterminée comme un accord et selon les directives médicales par le médecin en direction de la commune et de son dispositif sport santé. C'est quelque chose d'extrêmement important. Nous savons, pour l'avoir évoqué avec l'ordre des médecins, que le monde médical est très intéressé, au-delà des difficultés que nous rencontrons tous, que les médecins rencontrent également quant à la problématique de la démographie médicale. Le monde médical est extrêmement intéressé de pouvoir s'appuyer dans le contexte d'aujourd'hui sur le relais que peuvent constituer les communes, leurs équipements, leurs services, le monde associatif et les équipements et bénévoles qui sont mis à leur disposition pour conforter ce pôle santé à travers l'activité sportive au mieux du potentiel et de la capacité à l'utiliser dont disposent nos communes. Donc c'est vraiment une démarche qui, au-delà du label, va vraiment le plus loin possible dans la meilleure prise en compte précoce et en accompagnement de la capacité du sport à faire vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé l'ensemble de nos concitoyens. Est-ce que tout ceci soulève des remarques ou des questions? Visiblement non. Je mets donc aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est donc adopté. Je vous en remercie. La délibération numéro 9 que nous présente Juliette Brodas, c'est le règlement intérieur de la brocante du service jeunesse. Ce n'est pas notre lutte anti-gaspillage qui va se dérouler prochainement sur nos rues du Paloisel et des Tilleuls, mais c'est la brocante du service jeunesse. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de ces actions en faveur de la jeunesse, le service jeunesse de la commune souhaite organiser pour la première fois une brocante jeunesse à destination des jeunes âgés de 11 à 17 ans le samedi 17 mai 2025. Cette initiative s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à sensibiliser les jeunes au développement durable en leur permettant de donner une seconde vie à leurs objets, mais aussi à les accompagner dans l'apprentissage de la gestion d'un budget et dans la mise en œuvre d'un projet personnel. Afin d'assurer le bon déroulement de cet événement, il est nécessaire de mettre en place un règlement intérieur définissant notamment les conditions de participation, donc public concerné, inscription, autorisation parentale, les modalités d'installation et de vente, donc l'emplacement, les horaires, le produit autorisé, les règles de paiement, la gestion de l'argent, échange entre vendeurs et acheteurs, les engagements des participants, respect des lieux, comportement, gestion des invendus,
Ce règlement permettant d'encadrer la brocante et de garantir un cadre sécurisé et adapté aux jeunes participants. Le règlement intérieur est annexé à la présente délibération. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire nous propose d'adopter ce règlement intérieur afin de permettre la tenue de cette première brocante jeunesse dans les meilleures conditions. La commission animation et épanouissement culturel et sportif a émis un avis favorable. Merci. J'en profite pour remercier notre collègue Juliette Brodas de son pilotage de notre secteur jeunesse, et à ses côtés, bien sûr, l'ensemble de l'équipe de ce service jeunesse qui ne cesse d'inventer des choses nouvelles pour animer aussi bien que possible la vie quotidienne de nos jeunes. Pas de remarques, pas de questions, je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est donc adopté. L'avant-dernier point que nous présente Fabrice Bourdeau, c'est la convention d'objectifs avec notre club de gymnastique féminine en vue de son adoption. Merci, monsieur le maire. En effet, le décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001 précise l'obligation de conclure une convention entre une association, avec une association dont le montant de cette subvention est supérieur à 23 000 euros. Compte tenu des projets, du niveau sportif et de la structuration du club, la demande de subvention déposée par le CACV Gymnastique dépasse ce seuil. Dès lors, les engagements réciproques de la commune et de l'association doivent être contractualisés dans une convention. La dernière convention d'objectifs signée avec cette association est arrivée à son terme cette année. Il est donc nécessaire de la renouveler. Au lendemain d'une Olympiade où le CACV Gymnastique n'a pas quitté le plus haut niveau français et qui a vu notre commune mise à l'honneur avec mise en avant pour la qualité de ses infrastructures, son dynamisme sportif et notamment l'accueil d'une délégation olympique, le club présente un projet de développement structuré et ambitieux. Il est ainsi proposé au conseil municipal de contractualiser avec cette association via une convention d'objectifs définissant des engagements réciproques permettant de avancer des subventions. Il est donc proposé une convention d'objectifs pour 3 ans. Au vu des éléments, monsieur le maire vous propose d'adopter la nouvelle convention d'objectifs entre notre commune et le CACV Gymnastique. Celle-ci est annexée à la délibération. J'en profite pour ajouter tout le soutien qu'on a pour cette équipe Fagnon, qui monte son haut niveau, qui a le tournoi international qui aura lieu en novembre, qui est le seul tournoi international français de ce niveau, et tous les retours qu'on a de toutes les associations sur la qualité de leur travail et sur la qualité du projet qu'ils portent et qu'ils développent au sein de notre commune. Merci. Merci. J'ajouterais, sans alourdir nos débats, que notre club travaille à partir d'une base très locale. Il est d'ailleurs le seul club du top 12 qui va probablement devoir quitter, mais j'espère pour très peu de temps, à n'avoir jamais fait intervenir lors de ces compétitions de championnat national aucune gymnaste d'ailleurs, c'est-à-dire aucune gymnaste étrangère. La réglementation permet aux clubs d'avoir dans leur effectif des gymnastes venant de pays étrangers. Comblaville n'en a pas. C'est le seul club qui n'y fasse pas recours. Et il est possible également, et ça a été le cas lors du dernier match du top 12 cette année contre l'équipe de Lyon, ce n'est pas tout à fait la même dimension que Comblaville, qui avait le droit, et donc aucun reproche ne peut lui être fait, d'inclure dans son effectif des gymnastes de pôle national, qui donc, à l'occasion d'une compétition, venaient renforcer l'équipe locale. Comblaville, c'est une équipe 100% locale qui travaille à partir d'un nombre toujours important de jeunes filles. Et d'ailleurs, l'équipe actuelle, on l'a bien vu lors du match contre Lyon, est une équipe très jeune
hein. La moyenne d'âge est d'au moins 3 ans inférieure à la moyenne d'âge des autres équipes de la même catégorie, ce qui obligatoirement, au moment d'une compétition, peut créer une certaine différence, hein. Donc le club est dans un creux pas démographique, mais de pyramide d'âge, si je peux dire, hein, qui est bien sûr en train de se consolider. Et j'en veux pour preuve, hein, le chiffre m'était confirmé tout à l'heure par Cyril Delpuech, que nous avons à nouveau cette année une demande d'affectation dérogatoire à l'école de Loré-du-Bois de 5 gymnastes, hein, qui ont demandé à être affectés à cette école pour pouvoir, comme c'était le cas jusqu'à maintenant et comme ça pourrait continuer à l'être, hein, être scolarisés à l'école la plus proche des équipements du complexe sportif Salvador Allende. Donc vraiment, hein, je sais qu'à certains moments, des questions toujours légitimes étaient posées sur la pertinence de soutenir ce club. C'est un club de rang national, mais qui part de fondamentaux locaux, hein, et ce qui fait toute la valeur, hein, de la réussite, même si elle peut avoir des moments d'affaissement, mais toujours léger, hein. Moi, je crois que les Combles-la-Villette doivent être fiers que leur équipe fait partie de ces rares équipes qui sont au niveau national le meilleur, sans avoir besoin de faire appel à des sportives de haut niveau national ou de haut niveau international, hein. C'est vraiment important de le savoir. Pas de remarques? Oui, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Alors moi j'ai une petite interrogation, c'est pas une fléchette, hein. C'est une petite question. Concernant, je lis dans la convention des locaux qui sont à usage partagé avec tous les publics de la collectivité, et puis des locaux qui sont avec un usage exclusif de l'association, notamment le bureau, je passe, hein, le locaux de stockage de matériel, ce qui est logique, salle de soins médicaux. Mais par contre, il y a la salle de cryothérapie et la salle de musculation qui sont à l'usage exclusif de l'association. J'imagine qu'il y a des raisons pour ça. Néanmoins, en faisant écho à ce qui était évoqué tout à l'heure sur la dynamique du sport santé, je trouvais peut-être intéressant qu'on puisse utiliser ces locaux-là peut-être à destination des autres clubs sportifs, voire du service jeunesse, voire même des seniors que vous avez évoqué tout à l'heure. Quand je lis notamment qu'au niveau de la cryothérapie, elle est utilisée pour soulager les douleurs musculaires articulaires, réduire l'inflammation, améliorer la récupération après l'effort physique évidemment, favoriser un meilleur sommeil, améliorer le bien-être général. Enfin, je trouve qu'il y a des vertus qui sont quand même assez exceptionnelles en cryothérapie. Si on dispose d'un équipement aussi performant sur notre commune, c'est dommage d'en réserver l'exclusivité simplement au club de gym, bien que j'imagine qu'il y a des raisons pour ça. Mais voilà, je pose cette question qui n'est pas une fléchette. Merci, monsieur le maire. Alors, merci de cette intervention qui me semble frapper vraiment du meilleur bon sens, hein. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais pourquoi pas, c'est à creuser, mais dans le cadre de la démarche sport-santé dont on vient de parler, effectivement, que directement ou indirectement le club de gymnastique soit un partenaire de la prescription sport sur ordonnance ou soit un partenaire d'un travail de prévention et d'accompagnement en exercice sportif dans le cadre de la démarche sport-santé, ça me semble du bon sens et même une ouverture tout à fait intéressante. Par contre, ce qu'il est important de vérifier, c'est que l'utilisation de locaux quand même très spécifiques, hein, dont on parle, soit effectuée sous une responsabilité bien assumée qui, à mon avis, devra être avant tout, quel que soit l'opérateur secondaire, entre guillemets, la commune, hein. Mais moi, je ne vois aucun inconvénient à ce que la remarque que vous faites soit prise en compte dans un dialogue que je demande à notre service des sports, hein, d'ouvrir avec le CACV, hein, parce que cette proposition est de parfait bon sens et elle est totalement dans l'esprit à la fois de la démarche sport-santé et de notre partenariat avec le club de gymnastique, hein. Merci donc d'avoir fait la proposition
je me propose de reprendre notre nom à tous. Pas d'autres remarques? Je vais donc mettre aux voix qui est favorable. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé, ce qui nous permet de passer à la dernière délibération que nous présente John Samingo. C'est la présentation du bilan 2024 de notre charte de proximité. Merci, Monsieur le maire. Donc, en effet, nous avons voté collectivement, il y a près de 5 ans, justement, cette charte de proximité qui avait pour but justement de rapprocher les habitants de la municipalité, mais également entre les habitants et les élus. Et donc, dans ce cadre, je ne vais pas énumérer dans le détail tous les dispositifs qui ont été mis en place. Ça fait chaque année, je fais ce bilan en lien avec les services, mais juste de faire quelques points notamment sur quelques dispositifs. Dans un premier temps, au niveau des conseils de quartier, nous sommes dans la deuxième phase concrète de ce mandat. Et donc, en l'occurrence, nous faisons le point sur les groupes de travail. On a fait un groupe de travail sur les aires de jeu, sport et loisirs, entre les deux quartiers de la commune. Ça permet justement de faire connaître auprès des habitants tous les dispositifs et tous les outils que l'on a à disposition de la commune. Et donc, en ce sens, nous avons fait un gros travail de communication à cet effet, dans le magazine Rencontre, également sur les réseaux sociaux avec Facebook. Et le but, c'était de faire connaître justement tous les dispositifs justement auprès des Combles-la-Villette. À cela, nous avons également fait le point sur 4 nouvelles aires de jeu, notamment sur la place de l'Église, le Chêne, l'Esplanade de la Paix et la Plaine Centrale. Et donc, en ce sens, toujours dans la même politique, justement, d'effectuer une communication qui peuvent permettre aux habitants de s'emparer de toutes ces aires de jeu. En plus de cela, nous avons également aménagé certaines clôtures, notamment au Square d'Allion. Donc, ça a été supprimé, c'était à la demande des conseils de quartier. Mais également, il y a une réflexion aussi à venir au niveau du château des Marronniers, avec un espace détente. Et le dernier petit point là-dessus, c'est en lien avec les conseils de quartier, c'est une installation possible au niveau du rond, près du gymnase ALMD, avec un projet de street workout, notamment sur cette année. Ensuite, au niveau des mobilités douces, nous avons arpenté la commune et à travers les rues avec les habitants, justement pour constater des axes d'amélioration possibles. Nous avons eu, et j'associe mon collègue Eric Alamami qui travaille à mes côtés, travailler sur l'entrée de ville justement entre Moissy-Cramayel et la ville de Combles-la-Ville pour justement aménager, sécuriser cette zone pour les piétons et pour les cyclistes. Il y a eu également il y a quelques mois un point au niveau du Bois-l'Évêque avec le quartier Est, toujours avec une visite commentée en lien avec l'Union régionale des collectivités forestières d'Île-de-France. Donc c'est une visite pédagogique pour montrer justement auprès des habitants comment était menée notre politique au niveau du Bois-l'Évêque et notamment avec son entretien. Ensuite, il y a une réflexion sur le parc de la Clavière avec le quartier Ouest. Donc ce parc, et ça on peut le dire collectivement, il est relativement méconnu des habitants. Et le but c'était justement de pouvoir permettre, de mieux communiquer et de permettre d'installer justement des dispositifs et du mobilier pour permettre justement à avoir justement dans un espace relativement minéral, un espace plutôt bucolique. Et donc nous avons fait dans un dernier point en lien avec les conseils de quartier, une rencontre sur la thématique de la zone 30. Et donc en ce sens, nous continuons à travailler avec les conseils de quartier pour réfléchir justement à instaurer dans certaines zones de la ville, pas de manière globale, mais de façon réfléchie, notamment avec les habitants, notamment comment on peut collectivement limiter la vitesse à 30 km/h. Ensuite, un dispositif qui est connu de tous maintenant, c'est l'outil signalement, notamment sur le site de la commune. On a vu justement une montée justement des signalements, et en général, les signalements, ce sont des choses liées au cadre de vie. Donc, c'est propreté, stationnement, voirie, sécurité. Donc, ce sont des choses justement qui prennent les 2/3 des signalements. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons une très bonne collaboration avec les services techniques, je tiens quand même à le dire ici. Et donc, en ce sens, nous travaillons collectivement pour améliorer la vie des habitants. Ensuite, un autre point, ce sont les permanences des élus. Donc, encore une fois par mois, on prend le roll-up, le kakémono, la table et le cahier à doléances pour faire le point, notamment dans un secteur de la commune. Donc, c'est plus ou moins commerçant. Mais la stratégie, c'est justement de pouvoir aller partout où il y a des besoins. Et même des fois, lorsqu'il n'y a pas de besoin, pour être plus proche des habitants
Et donc nous recensons justement donc, les doléances et souvent donc, on fait le lien notamment avec les services pour répondre aux habitants. Et lorsque cela est nécessaire, nous nous rendrons directement sur place pour faire le point avec les services techniques essentiellement, que je salue notamment M. Bide, Mme Segura et M. Ezel, pour faire le point justement donc, dans un quartier pour trouver toujours des axes d'amélioration. Ensuite, un dernier point, c'est le Facebook Live. Donc, on s'est rendu compte que lorsque nous avons mis en place il y a quelques années, donc c'était pendant quelques confinements, on va dire ça comme ça, et que la vraie vie a fait son œuvre, et donc ça s'est un peu émoussé. Et donc, on a réfléchi avec les services pour faire en sorte justement de trouver une nouvelle façon d'interagir avec les habitants, et notamment avec le service communication, avec la nouvelle page Instagram, pour pouvoir justement trouver un lien direct, notamment avec les habitants. Et donc, Monsieur le maire vous prie de prendre acte justement de ce rapport, en sachant que la commission aménagement et développement durable a émis un avis favorable unanime. Donc, vu que j'ai encore le micro, j'en profite pour remercier tous les services vraiment qui font un excellent boulot donc, depuis 5 ans et pour améliorer justement donc, la vie des habitants. Et j'associe également Christelle Martin et Aurélie Boyer à ce travail collectif. Je vous remercie. Merci. Bon, je ne peux que m'associer également à ces remerciements, tant la diversité, mais le nombre des marques d'intérêt et des conséquences qui en sont tirées sont nombreux et permettent petit à petit eh bien, de combler des interstices qu'on ne comblera jamais à 100%, mais qu'on s'efforce vraiment de combler de mieux en mieux et de plus en plus rapidement. Pas de remarques, pas de questions. Je mets donc on voit qui est favorable. Ah pardon, vous aviez une question. Allez-y, je vous en prie. C'est bon. Rebonjour. Oui, une remarque qui n'est pas nouvelle de notre groupe, c'est que malgré l'ensemble de la présentation qui a été faite, nous regrettons quand même le fait est qu'il y a eu la disparition de 2 comités de quartier. Et nous interrogeons toujours à savoir si l'existence uniquement aujourd'hui de 2 comités de quartier favorise totalement la démocratie, qui nous semblait être beaucoup plus importante lorsqu'il y avait plus de comités de quartier. Voilà, donc c'est une remarque que nous faisons. Nous approuvons effectivement tout ce qui a été fait. Cependant, nous maintiendrons notre position. Je vous remercie. Bien, John, pour faire écho. Bien sûr. Merci de votre remarque. Je vais pouvoir justement préciser tout cela. Nous n'avons pas supprimé 2 conseils de quartier, mais nous sommes passés de 5 à 2 conseils de quartier pour la simple et bonne raison que nous avons multiplié les dispositifs, que ce soit numérique et que ce soit physique justement. Dans l'ancien mandat, il n'y avait pas de permanence des élus. Dans l'ancien mandat, il n'y avait pas justement de signalement au niveau du site internet. Dans l'ancien mandat, il n'y avait pas justement de Facebook Live. Et donc c'est en ce sens que nous avons permis justement, et pour faire en sorte justement qu'on puisse élever l'interaction avec les habitants pour travailler sur des projets majeurs, des projets d'intérêt général, et excusez-moi l'expression, pour sortir justement de la demande stricto sensu, de sortir des crottes de chiens et des petites problématiques de voirie. Je pense qu'à notre niveau de collaboration, il faut en effet continuer en ce sens. Et, excusez-moi, nous ne sommes pas d'accord là-dessus, mais ces 2 conseils de quartier marchent très bien. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir, vous serez ravis. Merci. J'ajoute aux remerciements qui ont été donnés tout à l'heure, bien sûr, les remerciements à John et à Eric qui animent donc les 2 conseils de quartier et qui font équipe sur tout cela. Oui, moi je comprends parfaitement la remarque qui a été faite, mais j'insiste beaucoup sur ce que John a précisé. Regrouper en 2 grands quartiers cette partie de la démarche de la charte de proximité n'a pu se faire que parce que, par ailleurs, ont été créés des outils nouveaux appelés à se développer, à évoluer en cas de besoin, et donc à s'appliquer le plus efficacement possible aux réalités
que l'on constate. Hein. Et puis, j'ajoute, hein, mais ça fait quand même pas mal de temps, puisque c'est en 2008 que nous avons décidé de créer ces conseils de quartier, que la loi ne nous oblige toujours pas à avoir des conseils de quartier. Hein, c'est une démarche volontaire que nous avons initiée en 2008, que nous développons et que nous inscrivons dans un cadre qui se développe lui-même et qui se généralise, hein, que nous avons décidé de créer ces conseils de quartier. Il faut le rappeler, hein, on n'a pas d'obligation à le faire, mais il était naturel, et ceci depuis maintenant 17 ans, que nous envisagions de le faire. Pas d'autres remarques ni questions. Je mets donc aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Eh bien, écoutez, voici une séance qui sera marquée d'une petite pierre blanche, d'une approbation unanime de l'ensemble des délibérations. Et je ne peux que nous en féliciter. Alors, avant de nous séparer, une question posée par nos collègues du groupe Agissons pour Combes. Je leur laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, chers collègues, la quasi-totalité des Combes-la-Villers a bénéficié du raccordement au réseau de fibre optique. Nous pouvons nous en réjouir à l'heure où le télétravail est devenu une pratique professionnelle de plus en plus plébiscitée, surtout depuis l'épidémie du Covid qui nous a frappés en 2020. Seuls quelques îlots de la ville ont été exclus de ce raccordement, notamment les rues du Haut-du-Breuil, l'avenue de la Marache et l'allée des Maraîchers, peut-être d'autres, je l'ignore. Les raisons évoquées sont d'ordre technique, je cite, difficultés de génie civil de communication électronique, entre parenthèses canalisation souterraine, qui ne permettent pas de faire cheminer les câbles de fibre optique jusqu'au domicile. Mais ces difficultés n'ont-elles pas été les mêmes dans de nombreuses rues de Combes-la-Ville ? Nous vous avions interpellé à ce sujet il y a plusieurs mois lors d'un conseil municipal et vous nous aviez répondu que vous déploriez cette situation, et que l'affaire était en cours et que des solutions étaient activement recherchées par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud pour permettre à ces riverains d'accéder enfin, eux aussi, à la fibre optique. La solution qui leur a été proposée leur a été adressée par courrier co-signé par vous-même et par le président de Grand Paris Sud. Cette solution consiste à, je cite, effectuer des travaux d'installation de création d'infrastructures de communication électronique dans le domaine public, c'est technique, hein, pour permettre, je cite, une connexion de fibre optique dans les meilleurs délais. Mais ce qui est également écrit dans ce courrier est que ce chantier est assorti de travaux nécessaires au raccordement, mais sur les parties privées, à effectuer par chaque habitant. Ces travaux que propose la société Sobeca, désignée par Grand Paris Sud, ne sont pas obligatoires, mais entraînent, en cas de refus par les propriétaires concernés, que leur logement sera, je cite, enregistré en refus de tiers auprès de la société X-Fibre, nouvellement SFR, et ne sera plus considéré dans le plan du déploiement de la fibre optique. Donc, aucun choix n'est réellement donné. Soit les propriétaires acceptent de payer, soit ils sont exclus. Notre questionnement est donc le suivant. Pourquoi la majorité des usagers de notre ville ont pu bénéficier gratuitement de la fibre optique dans leur logement et que seuls certains d'entre eux doivent payer pour accéder à ce service, qui n'est pas un luxe, mais un passage obligé pour avoir la possibilité notamment de télétravailler. Nous considérons que ces habitants sont victimes, en quelque sorte, d'un traitement clairement inégalitaire. Pour cela, la commune ne peut-elle pas prendre en charge tout ou partie des travaux nécessaires pour leur raccordement, ou des subventions n'existent-elles pas? Je pense qu'il y en a qui existent, j'ai commencé à regarder. Je vous remercie, monsieur le maire. Bien. Alors, ce n'est pas la première fois que nous évoquons ce sujet, vous l'avez rappelé. Je crains que les éléments de départ de votre interrogation soient un peu erronés. Un premier appel. Vous savez qu'au niveau national, il avait été décidé entre l'État et les grands opérateurs de la liste des collectivités dont le déploiement de la fibre serait confié aux opérateurs au motif que ces communes seraient de nature à générer une dépense qui pourrait être assez rapidement, disons, récupérée par les opérateurs au travers de leur capacité par ailleurs à être donc retenu par chacun de nos concitoyens concernés pour leur raccordement par leur intermédiaire au réseau fibré. Nous avons fait partie donc
de ces communes pour lesquelles il a été décidé que c'est un opérateur privé qui ferait. Sur l'ensemble des autres communes du territoire national, et dans notre département, nous en avons beaucoup, notamment les communes rurales, c'est à la puissance publique locale qu'a été confié le soin du déploiement de la fibre. D'ailleurs, le département, le conseil départemental, a créé un outil, un GIP dédié au déploiement de la fibre, là où les grands opérateurs nationaux ne le faisaient pas. Donc ça, c'est le premier rappel. Deuxième rappel qu'il faut avoir à l'esprit, l'obligation faite à tous les grands opérateurs n'a jamais été de 100% de déploiement de la fibre sur les territoires concernés. D'ailleurs, aujourd'hui, le dernier bilan auquel je me suis référé du déploiement de la fibre dans notre pays porte à 90,50 et quelques le déploiement, ce qui est bien, continue à progresser. Il y a 6 mois, on était à 89% et je pense qu'on va encore progresser. Sur notre commune, 99,55% des ménages ont pu bénéficier, s'ils le souhaitaient, du raccordement à la fibre. Seuls manquaient, et manquent toujours, les 50 en gros foyers de l'avenue de la Marage, de l'allée des Maraîchers et du haut de la rue du Haut-du-Breuil, qui n'ont pas été fibrés et pour lesquels l'opérateur, en l'occurrence SFR, estimait, de par la non-obligation qu'il avait de faire 100%, que puisque techniquement il ne pouvait pas faire, il n'avait pas à faire. C'est ce qui nous a été dit lorsque nous avons interpellé le directeur régional de SFR, avec lequel nous sommes en contact permanent avec lui, directement, si bien que nous avons non pas été obligés de changer de ton, mais été obligés de changer de braquet et de provoquer ce que nous avons fait ici, une rencontre avec SFR et avec l'agglomération, dans la mesure où l'agglomération, sur un certain nombre de réseaux, a une compétence et qu'elle avait éventuellement à s'associer à notre réflexion et à notre volonté d'avoir 100% de possibilités de raccordement à la fibre, donc que ces 50 pavillons puissent en bénéficier. C'est ce qui a été fait et il a été décidé entre la commune et l'agglo, et j'en remercie publiquement l'agglomération, que l'agglo créerait les réseaux qui n'existaient pas de telle manière qu'ils pouvaient être réutilisés comme partout ailleurs sur la commune, en particulier les anciens réseaux France Télécom, qui étaient inexistants sur ces 3 rues et allées, et dont il fallait intégralement payer le génie civil. Et Grand Paris Sud a pris la décision, à notre demande, de prendre à sa charge la création de ces réseaux. Nous sommes sur le domaine public. C'est-à-dire que partout ailleurs, que ce soit en souterrain ou en aérien, SFR a fait, parce que SFR ne pouvait pas prétendre qu'il ne pouvait pas faire. Là, il n'avait pas fait, il fallait faire. Donc, on a mis, et c'est ce qui va se faire avec les travaux lancés par l'agglomération avec l'entreprise Sopeca, que vous avez rappelé, qui est son prestataire par ailleurs retenu sur d'autres travaux de réseau, et donc ça fait partie d'un marché conclu entre l'agglomération et cette entreprise. Donc, ce qui va être fait, c'est de mettre les habitants de ces 3 avenues, rues et allées, à égalité avec tous les autres. Nulle part ailleurs, et c'est là où vous faites une erreur d'appréciation des données de base du problème, nulle part ailleurs, il n'y a eu aucun travaux effectués sur domaine privé, que ce soit par Grand Paris Sud, que ce soit par la commune. Et donc, s'il y a, et c'est pour ça qu'une enquête en porte-à-porte a été faite auprès des habitants concernés sur la base du courrier
que j'ai souhaité co-signer, j'aurais pu très bien ne pas le faire, j'aurais pu très bien dire la commune n'a rien à voir là-dedans, débrouillez-vous. Bon, j'ai souhaité le faire à partir du moment où il était normal que la commune agisse et montre qu'elle agit de concert avec l'agglomération. Donc, l'enquête initiée vise à déterminer les conditions dans lesquelles, à partir du moment où la fibre arrive aux limites de propriété entre l'espace public, où nous avons des obligations, y compris celles que nous nous donnons, et l'espace privé. S'il y a des travaux à faire sur l'espace privé, en aucune manière, d'abord, ça a été le cas partout ailleurs en ville où, si les circonstances y conduisaient, s'il y avait besoin d'un fourreau, d'un ouvrage quelconque permettant de faire franchir jusqu'au lieu de destination dans l'habitation la fibre qui arrivait aux limites de propriété, partout où ça a été nécessaire, il y a eu, mais on n'en a pas le décompte puisque ça n'était pas notre affaire, il y a eu de la part des propriétaires le besoin de prendre en charge les éventuels travaux qu'il y avait à effectuer. C'est exactement le même cas là. Il n'y a pas d'inégalité de traitement de ces habitants autre que le fait qu'il était considéré par SFR que comme on ne pouvait pas, on ne ferait pas. Mais à partir du moment où le « comme on ne peut pas, on ne fait pas » est devenu « comme on ne peut pas, il faut qu'on puisse », à partir du moment où la fibre arrive aux limites de la propriété privée, il revient à chacun de se mettre en capacité de pouvoir bénéficier chez lui du branchement de la fibre. C'est là où on en est. Donc, il n'y a plus d'inégalité de traitement. Moi, je suis particulièrement satisfait, on s'est battu, d'avoir pu obtenir le principe pour SFR de reconnaître que tout devait être fait, y compris si certaines interventions ne dépendaient pas d'eux, pour que 100% de la population de Comble-la-Ville qui le souhaitait puisse avoir la fibre. Donc ce travail, on l'a fait, c'est ce qui est en train de se faire. Bon, il est clair, je ne vais pas prendre ici un engagement à la légère, mais il est clair que si dans une situation particulière, il y avait un besoin particulier d'accompagner une famille, on peut très bien avoir une famille qui ait besoin d'un accompagnement, auquel cas nos services sociaux sont disponibles, comme pour toutes les demandes spécifiques, dans un cas de besoin très particulier, s'il y a besoin d'un accompagnement à la personne, et non pas au principe que la puissance publique consacre des crédits publics à des travaux sur domaine privé. Parce que c'est ça le sujet. Quand dans votre questionnement, et c'est pas un souci, vous évoquez l'hypothèse que nous puissions, nous, puissance publique, intervenir sur le domaine privé, si nous en prenions l'initiative, nous serions en infraction à la loi, et ceci pourrait nous être reproché, pourquoi pas par notre comptable, je pense que ça serait le premier à le faire, et notre comptable aurait raison de le faire, et puis pourquoi pas le contrôle de légalité de la préfecture, qui ne se gênerait pas non plus pour le faire. Donc il est important de savoir que il avait été décidé de passer par pertes et profits une 50aine de foyers Comble-la-Villette. Nous avons décidé qu'il n'en serait pas ainsi. Nous avons réussi avec SFR et avec Grand Paris Sud à avancer au point que la fibre va arriver en limite de propriété de toutes les familles concernées. C'est à elles ensuite de voir les conditions dans lesquelles, compte tenu de l'état de leur propriété, leur raccordement peut être opéré. Et s'il y avait des circonstances sociales particulières qui devait nous conduire à étudier une ou deux situations, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas tant de personnes qui aient relevé une difficulté particulière. Nous sommes là, bien sûr, dans un cadre général qui est celui de l'accompagnement de nos concitoyens qui pourraient être en difficulté, sur la base du premier alinéa, si je peux me permettre, de votre interpellation, qui est que le développement du télétravail est une donnée qui doit renforcer la nécessité d'aller au maximum vers les 100% de raccordement possible. Voilà où nous en sommes, et j'espère qu'aucune situation personnelle ne sera insoluble. Et on y veillera au maximum. Merci à toutes et à tous, bonne soirée.